Délivrez-vous. Marc à la présentation. Bonjour à tous, bienvenue dans le 16e numéro de Délivrez-vous, que vous pouvez retrouver sur le blog Culture Tout Azimut et sur YouTube. Marc au micro pour vous accompagner dans ce nouveau numéro après une longue interruption. Ravi de vous retrouver. À mes côtés aujourd'hui, je salue mes chroniqueurs fidèles, Louise et Gabriel. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien. Ça va très bien aussi, la forme pour la reprise. Alors sans plus tarder, place au générique et à la première partie des Délivrez-vous avec le livre du jour. Délivrez-vous. Première partie, le livre du jour. Pour notre 16e numéro des Délivrez-vous, le livre du jour s'intitule « Le sport fait mal ». D'emblée, le lien fort entre masculinité et sport est posé. Cet ouvrage a paru aux éditions des presses universitaires de Grenoble. Il est sous-titré « La fabrique des filles et des garçons dans les cités ». Marc, peux-tu nous dire quelques mots sur l'auteur de cet ouvrage ? Karine Guérandel est sociologue, elle enseigne à Lille. Son essai est tiré des travaux effectués dans le cadre de sa thèse. La préface est d'ailleurs signée de sa directrice de recherche. Les questions de sport et de mixité sont au centre de ses enquêtes et de ses recherches. Quel est l'objet du livre que veut démontrer l'auteur ? Comme le titre l'indique, il s'agit de questionner l'impact du sport à travers les pratiques et les politiques sur la construction du genre. Ceci plus spécialement dans le cadre des quartiers dits difficiles. Autrement dit, la question porte sur les inégalités entre les filles et les garçons dans le sport comme résultante des politiques en vigueur. Depuis quand les pouvoirs publics s'intéressent-ils à cette question ? Cela a commencé en France dans les années 80 avec les premières émeutes dans les banlieues. Les événements du quartier des Minguettes à Lyon ont été précurseurs. L'auteur propose une perspective historique sur les actions menées par les pouvoirs publics en faveur des populations des sites. La notion d'intégration par le sport est à l'origine des politiques successives en faveur des jeunes des quartiers. Il est intéressant de constater qu'à cette époque, l'idéologie dominante a contribué à développer des politiques sportives visant uniquement les garçons. Par ces mesures, le rôle du sport était mis en avant pour favoriser une meilleure intégration des garçons des cités et entraîner une diminution de leur violence latente. La discrimination est évidente, seuls les garçons étaient ciblés, ils sont alors identifiés comme les plus à problème. La situation a-t-elle évolué ? Oui, mais pendant 20 ans, les pratiques sportives mixtes et féminines ont été négligées. C'est à partir des années 2000 que de nouveaux programmes sont mis en place, incluant les filles et mettant l'accent sur la mixité dans toutes les activités, y compris sportives. Cependant, à l'école, la mixité relève plus souvent d'un ensemble séparé que d'une réelle coprésence des deux groupes de sexe dans les activités. Par conséquent, au-delà des intentions affichées, la réalité est parfois assez différente et moins ambitieuse. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit ? L'idée est que la mixité doit être un vecteur afin de lutter contre la construction de stéréotypes de genre qui, une fois ancrés, vont se cristalliser et servir de base au comportement. La mixité est un moyen d'atteindre l'objectif d'établissement d'une égalité entre les sexes, ce qui ne signifie pas de nier les différences, notamment physiologiques et de constitution. Pour cela, il faut que dès leur plus jeune âge, les enfants puis les adolescents apprennent à sortir des schémas traditionnels de domination masculine. L'éducation est ici primordiale et la mixité un facteur contributif essentiel. Peux-tu nous dire comment procède l'auteur ? À quelle méthode a-t-elle recours ? Le livre s'appuie sur l'analyse de données recueillies lors d'enquêtes de terrain et sur des corpus documentaires, notamment les circulaires ministériels qui traduisent la volonté politique. La sociologue utilise une approche ethnologique. Elle réalise son enquête dans une ville périphérique. Karine Guérandel scrute les pratiques à l'école, dans des clubs et des associations sportives. Elle mène des entretiens à la fois auprès des pratiquants et de leurs encadrants. Quels sont les principaux résultats ? Le constat est alarmant. À tous les niveaux, les stéréotypes semblent être véhiculés. La domination masculine est ainsi insidieusement confortée. Les phénomènes de ségrégation entre les garçons et les filles et de répartition sexuée des rôles sont clairement établis. Les filles pratiquent des sports de filles, danse, hip-hop, encadrés par des filles, tandis que leurs camarades masculins font du foot, coachés par des hommes. Pour une fille, il est très difficile d'être entraîneur de foot pour des garçons, il y a un long témoignage dans le livre, y compris pour des jeunes. Comment se traduisent ces inégalités entre les sexes ? Les sports proposés aux filles dans les cités sont majoritairement catégorisés comme féminins. Elles pourront donc faire de la danse ou de la gymnastique. En revanche, la pratique des sports collectifs qui contribuent à développer des valeurs d'entraide et de cohésion leur est moins offerte. Bien entendu, pour les garçons, c'est l'inverse. Il est très mal vu pour un garçon de cité de faire de la danse classique. C'est le foot qui remporte les suffrages. Les jeunes aspirants footballeurs se construisent en dénigrant les filles et les homosexuels. Le sport sert donc bien à construire la masculinité. Ceci a bien été montré par d'autres sociologues ou anthropologues, notamment pour le rugby et le football. En milieu populaire, la tendance est naturellement à accentuer les stéréotypes de genre et les pratiques sportives différenciées.
Et paradoxalement, les premières politiques d'intégration par le sport ont contribué à intensifier cet effet. Donc ces efforts ont été des échecs. Pas forcément. On l'a vu, des évolutions ont été apportées. Néanmoins, il faut bien intégrer que le genre se construit, ce n'est pas un donné inné. Par conséquent, à l'adolescence, période cruciale de mutations identitaires, l'impact des pairs et des adultes est très important. Il est essentiel d'inciter à un vivre ensemble apaisé entre les sexes. Mais attention, la mixité, lorsqu'elle relève uniquement d'un ensemble séparé, devient factice. Ce n'est pas la vraie mixité, source d'égalité à laquelle les institutions devraient s'efforcer. Pour penser l'égalité, il faut organiser la mixité. La mixité ne s'impose pas, elle se réfléchit et s'organise. Que faudrait-il alors faire pour améliorer la situation ? L'auteur montre le rôle des formateurs et des éducateurs sportifs dans la reproduction, pas forcément consciente, des stéréotypes et clichés de genre. Cela signifie que malgré eux, ils contribuent à la reconduction de l'existant. Mieux les former et les informer paraît indispensable. Paradoxalement, à travers la pratique sportive, les inégalités entre les filles et les garçons se construisent et se renforcent dans les cités. Alors que le but affiché des différentes politiques mises en œuvre depuis plus de 30 ans est à l'opposé. Je vous propose, chers chroniqueurs, vous n'avez pas entendu, chers auditeurs, Louise, mais elle va bientôt pouvoir s'exprimer, après cette présentation rapide du livre « Le sport fait mal », que l'on passe à la première question de notre débat. On va commencer par votre opinion vis-à-vis du rôle du sport dans la construction de l'identité sociale. Donc je laisse la parole à Louise pour commencer. Mais effectivement, on voit qu'il y a un très très gros problème en termes d'éducation et de représentation dans les cités, à travers le fait qu'il y ait beaucoup de stéréotypes qui préfigurent chez les femmes, donc avec cette idée de ne faire que de la danse ou de la gymnastique, souvent du hip-hop, alors que chez les garçons, il y a cette idée de se valoriser, d'avoir une bonne représentation à travers la cité en faisant du football. Et comme il y a une extrême virilisation dans ces sports et qu'il y a un manque aussi de formation des animateurs et notamment des professeurs de sport en collège ZEP, il y a cette idée que les femmes et les homosexuels, en tout cas les femmes et les homosexuels se retrouvent dénigrés à cause de cette discrimination, à cause de cette séparation. Moi-même ayant été aussi dans un collège ZEP, j'ai pu voir cette séparation très mise à l'œuvre. Effectivement, on peut dire que, je pense aussi en termes de religion, le corps des femmes est beaucoup plus tabou dans les cités et donc elles ont moins de courage à exposer leur corps. Donc c'est souvent aussi ce problème qui fait cette idée de l'entre-soi où des filles vont faire que du sport entre elles, mais souvent des sports très stéréotypés filles et les garçons, donc des sports beaucoup plus diversifiés et beaucoup plus à risque. Quand tu parles de religion, ça serait par rapport à l'islam dans les cités ? Plutôt, oui. Gabriel. Ce constat-là qui est fait, je le partage, mais je le nuancerai un peu quand même, parce qu'en fait, il y a déjà deux choses. Dans les cités, il y a eu des politiques, on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, il y a eu des politiques sportives qui ont été menées pour justement, après les émeutes, on l'a dit, dans les années 80, visant uniquement les sur les garçons, parce que c'était justement les émeutes et tout ça. Depuis les années 2000, il y a aussi maintenant un peu mis en place des activités sportives pour les filles, même si c'est beaucoup plus lent à démarrer. Malgré tout, je dirais quand même qu'il y a des améliorations. Juste une précision sur certains sports en fait où on voit pas beaucoup de mixité, c'est parce que c'est assez difficile. Dans les sports collectifs par exemple, on peut pas faire des équipes mixtes garçons-filles. C'est une équipe de garçons et une équipe de filles. Pourquoi on Donc peut là, pas ? Parce que par exemple en football, physiologiquement en fait, ça ferait un gros déséquilibre entre les équipes. Oui, mais est-ce que quand on apprend le sport à l'école, l'éducation physique, est-ce qu'on a besoin de le faire de la compétition et que tout le monde ait le même niveau ? Non, mais par contre à l'école c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à l'école, moi j'ai connu un professeur, après c'est très minoritaire, qui justement dans tout ce qui était rugby ou football faisait jouer les filles et les garçons ensemble, parce que c'est des âges où on n'est pas encore très différenciés. Mais après au niveau professionnel ça devient plus difficile. Et ça c'était intéressant parce que ça permettait à tout le monde de pouvoir jouer. Alors que comme l'a dit Louise, il y a encore aujourd'hui, même si à l'école il y a des progrès, on le voit même par exemple, moi je le vois au collège parce que je travaille dans un collège où certaines filles par exemple veulent pas faire certains sports parce que elles aiment pas par exemple jouer au foot ou au rugby, et les garçons inversement quand il y a les cours de danse, ça les intéresse pas trop. Donc il faudrait essayer de trouver quelque chose qui justement, est-ce qu'il ne faut pas les inciter, voire les obliger ? Il faudrait une de toute façon c'est pour la obligatoire. Parce que moi, c'est vrai que quand j'étais en cours de sport en ZEP, donc il y avait l'équipe, donc toutes les filles d'un côté pour le football et tous les mecs de l'autre côté. Et alors la prof, quand elle faisait sa conclusion sur comment jouent les filles et comment jouent les garçons, donc forcément elle en rigolait. Il y avait quelque chose qui était très stéréotypé, c'est que les filles couraient tout après la balle alors que les garçons s'organisaient, se plaçaient de façon stratégique sur le terrain.
Et bien que ce soit drôle dit comme ça, je trouve ça dommage parce que du coup on restait dans ce renforcement des stéréotypes et surtout on faisait, enfin bien évidemment il y a eu des matchs entre filles et garçons, mais ce fait de faire des entraînements uniquement filles, uniquement garçons, ça empêche de vraiment pouvoir s'améliorer et justement ne pas être qu'entre filles à courir comme des débiles après la balle. Puis les valeurs, j'ai l'impression que ça s'inculque quand on est jeune. Effectivement, par rapport à ce que disait Gabriel sur la compétition, on peut sans doute c'est important la faire compétition par contre. Mais peut-être, mais c'est un autre débat. Oui. Mais en tous les cas, on peut sans doute pas mettre au même plan les garçons et les filles pour des raisons physiologiques. En revanche, pour inculquer les valeurs d'égalité par le biais de la mixité, là justement, que dit l'auteur du livre, si on les met juste ensemble séparés, selon l'expression qu'elle utilise, bah, c'est une sorte d'affichage, mais en fait, on ne contribue pas à véhiculer les valeurs. Oui, Gabriel. Ça, c'est un problème parce que par exemple, que le professeur dise les filles sont pas organisées dans un sport collectif, les garçons oui, ce qui est normal parce qu'elles n'ont pas l'habitude de jouer au foot ou au rugby. Donc c'est normal que quand on leur dit de jouer, elles se placent là. Alors que les garçons ont l'habitude de jouer, donc ils savent qu'il faut aller sur le terrain. Donc ça, c'est aussi des problèmes qui sont dus. C'est pour ça que la réflexion du professeur était un peu bête, puisque la majorité des filles qui vont jouer au foot à l'école n'en font pas à l'extérieur. Et donc du coup, c'est sûr qu'elles n'ont pas les schémas tactiques en place. Après, par contre, moi, je sais que dans mon collège, par exemple, quand on jouait au volley, le professeur obligeait que les équipes soient mixtes, qu'il y ait 3 garçons ou 2 filles, ou par exemple une fille et 2... Enfin, c'est des équipes de 3, donc il y avait soit une fille, 2 garçons, soit 2 filles et un garçon. Et souvent, les meilleurs garçons, ils les mettaient avec 2 filles pour jouer. Et ça, je trouvais que c'était pas mal, parce que ça permettait d'avoir des équipes mixtes. Et le garçon, il peut pas faire tout seul, donc il disait... Enfin, ça incitait vraiment au placement et à l'entraide entre les deux. Donc il y a quand même des choses qui sont faites pour améliorer ces choses-là. Après, je sais pas si c'est fait partout, malheureusement. Mais c'est vrai que normalement, aujourd'hui à l'école, dans les programmes et dans les fiches des professeurs, on leur demande justement de plus en plus intégrer les filles dans les sports collectifs et d'essayer de faire des équipes mixtes. Après, et les notes varient parce que par exemple, il y a une équipe de garçons qui arrive première à la fin. Le professeur disait très clairement qu'il les noterait plus sévèrement que si l'équipe mixte arrivait par exemple à la 2e place. C'est-à-dire qu'il serait plus valorisé par la note aussi. Après, il y a clairement un problème où on voit une distinction entre le sport et les filles en règle générale en France et en ZEP. Parce qu'il y a quand même 51% des filles qui pratiquent le sport en France selon les chiffres du ministère de la Jeunesse et des Sports en 2005, alors qu'il y en a seulement 32% en ZEP. Et donc on compte aussi 19% de collégiennes inscrites dans une association sportive, contre 53% des collégiens, ce qui est quand même un très grand écart. Et c'est là aussi ça montre la différence, c'est que moi j'étais pas dans une ZEP quand j'étais au collège, et comme tu dis, le taux de filles qui fait du sport est plus élevé. Donc il y a peut-être aussi ce problème spécifique à certains endroits. Et puis surtout, il y a ces stéréotypes qui montrent que voilà, on a ce qu'on appelle les wesh-wesh, les kaira qui sont violents, donc il faut réguler par le sport, parce que le sport aide à réguler la violence à travers les sports, notamment les sports de combat, que aussi le foot est quelque chose, ce n'est pas seulement un sport, mais une idée de promotion et de pouvoir s'en sortir dans des conditions quand même de ghettoisation. Mais après, c'est vrai qu'aussi dans les banlieues, les plans, ça a été surtout mis sur les sports collectifs, parce qu'on pensait qu'en fait, des sports collectifs, ça misait sur l'entraide et chacun dépend de l'autre, alors que les sports individuels étaient quand même moins valorisés dans ces endroits-là, parce que ça pouvait, entre guillemets, plus favoriser encore plus la violence. Donc ce qui fait qu'il y a aussi des gros déséquilibres dans les banlieues entre les sports collectifs comme le football ou d'autres sports qui sont ultra majoritaires et des sports individuels entre guillemets comme par exemple le tennis où là-bas ça coûte cher l'équipement donc il n'y en a pas, la natation par exemple ou d'autres sports qui sont moins valorisés par exemple dans ces endroits. Comme le disait Louise, souvent dans les cités ou dans les banlieues, l'incarnation de la réussite, alors il y a la réussite qu'on va qualifier d'un peu illégale, illégitime par le biais de la drogue, et du racket, des commerces, trafics illégaux. Et puis il y a la réussite, moi je dirais par 2 aspects, soit par le sport, alors on pourrait citer Zidane, on pourrait citer d'autres et par la culture et par le côté comique, je dirais, Jamel Debbouze, ces gens-là. Et la musique avec les groupes de rap, de hip-hop et tout ça. Voilà, mais ça fait que finalement il y a peu d'incarnation d'images de réussite possible dans les banlieues. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sûr que c'est limité, mais c'est un bon début quand même. C'est-à-dire que je préfère que les enfants en banlieue s'identifient à des icônes sportives ou culturelles ou autres que, comme tu disais, d'aller faire de la drogue ou autre chose de plus illégal.
Après, c'est sûr que voilà, il faudrait, et ça montre le problème en France, qu'il faudrait aussi qu'il y ait des icônes de réussite en politique, dans les d'autres Les trucs affaires culturels, aussi. dans les affaires. Voilà, il y en a quelques-uns, hein, mais ça reste minoritaire. Ils sont beaucoup moins médiatisés. Mais moi, je pense que par exemple que s'identifier dans la réussite au sport, ça peut être une bonne chose. Après, ça dépend comment c'est fait. Qu'un gamin de banlieue rêve de devenir sportif de haut niveau, il y a des actions de réussite. Et après, par exemple, aux Jeux Olympiques cette année, on a vu qu'en boxe, ça a été une grande réussite pour la France, alors que c'était pendant des années quelque chose de raté. Et on a vu que tous les médaillés olympiques, filles, garçons, et là, il y a exactement le même nombre de médailles, sont des jeunes qui viennent des quartiers. Et donc ça, c'est un bon exemple de réussite, en plus d'un sport individuel. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Après, tu as tout à fait raison, mais il faut relativiser sur les chiffres. C'est-à-dire qu'on Oui, va avoir d'accord. 10 personnes qui vont avoir peut-être une médaille pour des centaines de milliers Oui, de gens qui vivent dans ces mais quartiers. là, je veux dire que c'était parce que tu parlais de l'identification, mais ça, depuis donc les Jeux de 2012, le nombre de licenciés en boxe a explosé, notamment dans les quartiers, parce que les figures qui ont gagné sont des jeunes femmes et des jeunes garçons de banlieue qui ont réussi par le sport. Donc c'est sûr que ça reste, c'est 5 personnes, on va dire, mais ça peut aussi permettre à ces gens-là de Si se on développer. revient sur le sport, là, on dit qu'effectivement le sport dans les banlieues, le côté masculin, est très valorisé. Qu'en est-il dans ces banlieues-là des garçons qui ne sont pas intéressés par le sport? Bah alors moi j'avais un ami au collège qui n'était pas du tout intéressé par le sport, qui était comme moi et puis qui était assez féminisé. Cet ami a connu pas mal de violences, pas mal de stigmatisation, souvent traité de PD parce que voilà, il n'aimait pas forcément le sport. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a surtout en plus c'était au collège, donc pire période. Et même encore au lycée, il y a quand même une très 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 grosse homophobie. C'était un lycée Aubervilliers et effectivement, oui, il y a. En fait, on axe tellement sur le sport. On axe tellement sur l'intégration à travers des sports de combat, à travers des sports comme le foot, qu'on en oublie. En fait, le problème, c'est que les politiques se sont trop attardés à mettre en place une politique de développement social des quartiers à travers le sport. On a eu aussi notamment, il y a eu quand même plusieurs ministres qui se sont dit que la façon de pacifier les banlieues, c'était le sport. Donc on a eu Frédéric Brodin, on a eu Marie-Georges Buffet en 97, François Lamour, qui en 2006 a lancé le programme Parcours Animation Sport. Et l'idée aussi, former des jeunes à devenir des éducateurs ou animateurs sportifs. Donc tout ça c'est très bien, effectivement ça permet une promotion sociale, ça permet d'avoir de l'espoir, mais moi la question que je me pose là-dedans c'est qu'en est-il de l'éducation populaire, qu'en est-il de la culture, sachant qu'il y a un véritable problème d'infrastructure, un véritable problème culturel et sans vouloir faire de caricature, il faut encore, déjà du côté des parents il n'y a pas cette éducation, il n'y a pas cette culture qui est transmise. Et alors si on leur laisse que l'idée que en fait leur façon de faire une ascension c'est par le côté divertissement ou par le côté sport, et que pacifier c'est uniquement dans le divertissement et le sport, c'est oublier l'enjeu démocratique de la culture. La question, si je te comprends bien, et je laisse la parole à Gabriel ensuite, c'est est-ce qu'il vaut mieux investir dans des terrains de foot ou dans des bibliothèques? Pour moi clairement je pense qu'on a déjà, en tout cas pour avoir vécu à Aubervilliers, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'associations sportives, que c'était quand même ce qui était le plus mis en avant. Par contre, en termes de bibliothèque, en termes de théâtre, en termes d'activités culturelles, ça reste quand même très pauvre, même s'il y a eu, avec Jacques Ralit, qui était quand même un très bon maire, un maire de gauche, qui a fait pas mal... aussi. Communiste. Voilà, communiste, forcément ça me plaît, qui a donc pas mal œuvré justement à revaliser l'activité culturelle à Aubervilliers. Pour répondre à ta question sur vaut-il mieux développer les terrains de foot ou l'aspect culturel, je dirais les deux moi. Et les deux à fond, il faut être exigeant et vouloir développer aussi bien l'activité physique qui est importante aussi pour la santé et le corps des gens, et développer l'esprit des jeunes par les cinémas. Il y a des choses qui sont faites encore une fois, hein. Le Bondi Blog, par exemple, c'est un bon exemple d'intégration pour les jeunes au milieu du journalisme, par exemple, où ils peuvent faire des... C'est un exemple que j'ai donné, il y en a d'autres. Je souris parce qu'en ce moment, un des fameux collaborateurs du Bondi Blog est pris dans un petit scandale. C'était peut-être un mauvais exemple, mais je veux dire, c'est un exemple pour montrer qu'il y a des choses qui sont faites. Trop peu, je suis d'accord avec Luz là-dessus. Il y a aussi des éducateurs qui se plaignent de ça. C'est-à-dire que les éducateurs, il y en a qui sont très bien et qui, justement... souligner le fait, et tu l'as dit tout à l'heure, le manque de formation qu'ils ont pour ces problèmes-là d'égalité filles-garçons. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire le mieux possible. Ils ont des équipes où il y a des filles,
Bon, dans les sports collectifs, je l'ai dit, c'est filles-garçons séparés. Mais ils essayent quand même de, parfois, quand il y a des rassemblements ou des compétitions, des tournois par exemple, où il y a les deux équipes, d'essayer de mettre en place ça. Mais ils ont dit qu'ils ont beaucoup de mal aussi à lutter contre le vocabulaire des enfants qui parfois vont dire à un camarade, ça le fait des, c'est un exemple ou autre chose. Et qu'ils ont du mal, eux, à faire comprendre à l'élève ou à l'enfant pourquoi il ne faut pas dire ça. Parce qu'il y a, tu l'as dit, la pression familiale parfois, ou à la maison, c'est quelque chose qui est mal vu, et que du coup c'est très difficile. Donc là-dessus, il y a un gros travail à faire, je pense, de l'État, pour déjà encore plus développer les activités culturelles, encore sportives aussi, et plus l'accès sur la mixité. Alors, tu parles d'action de l'État. On rentre dans une période politique, électorale. Il y a eu des événements à Aulnay-sous-Bois il y a quelques jours. Alors, pour rester sur la question des banlieues, et puis peut-être un petit peu s'éloigner du sport, quoique, depuis quelques années, Louise le disait, on a un ministère de la ville. C'est l'intitulé, mais en pratique, son périmètre d'action, c'est essentiellement les quartiers difficiles, les quartiers pauvres, les banlieues, les marges, les quartiers relégués. On pourrait trouver tout un tas d'appellations. Est-ce que vous pensez que c'est la solution ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut effectivement avoir un ministère de la ville ? Je lisais récemment une interview d'un comique dont j'ai oublié le nom, mais qui vient de la banlieue et qui disait « Mais nous, c'est pas d'un ministère de la ville, peu importe le libellé, qu'on a besoin, c'est d'être... Si on veut qu'on soit intégré, si on veut qu'il y ait de la mixité, toutes ces choses-là, il nous faut pas un ministère spécial. Il faut que le ministère du logement s'occupe de nous, le ministère des sports s'occupe de nous, et ainsi de suite. Quelle position politique, sans rentrer dans le débat des élections qui arrivent, qu'est-ce que vous en pensez ? On commence par Gabriel ou par Louise ? Gabriel. Non mais j'allais te répondre exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que pour moi en fait ça doit être quelque chose qui concerne tous les ministères, c'est-à-dire que dans tous les ministères on doit avoir un volet qui s'occupe des quartiers populaires, des banlieues, de toutes ces choses-là. Aussi bien dans l'éducation qu'il y ait un ministère de la ville, c'est bien hein, parce que ça fait avancer les choses. Mais c'est vrai que, et ça c'est un des échecs des gouvernements, pas le dernier et ceux d'avant, sur les politiques mises en place en banlieue. Pour moi, il y a un énorme retard en France et on n'a pas su trouver de solution et améliorer les choses un peu, mais à la marge, et c'est trop peu. Et il faut faire beaucoup plus, et ça passe justement par, pour moi, beaucoup plus de volontarisme dans tous les ministères pour développer ces volets-là. Bon, je laisse la parole à Louise. On a parfois l'impression que quand il y a des événements, on vient juste éteindre l'incendie en mettant éventuellement des moyens financiers, mais sans avoir de suivi derrière. Je pense que le véritable problème, c'est qu'il y a une totale incohérence dans cette volonté de pacifier les banlieues. Et en fait, à travers la violence, comme on l'a vu, la violence policière, on voit de plus en plus de témoignages en ce moment. Et depuis qu'effectivement il y a eu cette volonté de mise au Karcher dans les propos de Sarkozy et un durcissement de la BAC avec Brice Hortefeux, il y a quand même cette idée de quotas chez les flics qui souvent se permettent en tout cas d'insulter des jeunes, de les provoquer, des jeunes qui restent là devant des tours et qui se permettent de les provoquer, de les insulter. On a quand même bien vu que le syndicat des policiers trouvait ça plutôt convenable, pas très choquant d'utiliser le terme bamboula. Donc c'est quand même assez hallucinant. Notamment récemment une future ex-agente de sécurité s'était plaint des méthodes de ses collègues en disant qu'effectivement il y avait beaucoup trop de violence et que souvent c'était eux qu'on voyait le plus et que forcément les autres qui n'étaient pas violents étaient un peu mis à l'écart et que clairement pour elle il ne faut pas avoir de cœur pour travailler dans ce métier et je pense qu'il y a un véritable problème par rapport à comment on répond aux banlieues et aussi le fait de dire ah mais voilà il y a une affaire Théo donc ils en profitent pour foutre le feu aux bagnoles parce que de toute façon ça leur fait plaisir de faire des émeutes mais par contre quand c'est des manifestations autres qui n'ont rien à voir avec les banlieues et qui puissent être violentes là bizarrement on dira bah oui mais ils le font pour une bonne cause et ce n'est pas juste pour se faire plaisir et surtout par exemple quand il y avait la police de proximité à une certaine époque même si c'est pas la solution, c'était mieux parce que ça permettait souvent aussi... Souvent caricaturé par les flics vont jouer souvent au caricaturé, foot avec, mais justement, je vois pas pourquoi ils caricaturent ça. Il y avait beaucoup moins de problèmes parce que ça permettait d'avoir un lien entre la police qui était dans les quartiers et les jeunes. Et justement, tu disais en jouant au foot, par exemple, dans le sport, mais il y avait aussi d'autres choses qui permettaient justement un meilleur lien et un meilleur dialogue entre les jeunes et la police. Mais il n'y avait pas que la police, il y avait des éducateurs aussi
qui permettait de leur expliquer que voilà, pour réussir dans la vie, je fais un peu une caricature, c'est pas par la violence ou par le trafic, mais plus par l'école, l'éducation, la culture et le sport. Et justement, ça permettait, je trouve, de beaucoup plus apaiser les choses. Il y a d'ailleurs des gens aujourd'hui qui redemandent cette police de proximité, même s'il faut aller beaucoup plus loin et que ça suffit absolument pas, mais c'est déjà un premier pas qui n'est plus là aujourd'hui. Dans les banlieues, le sport exutoire de la violence? Pas forcément, ça dépend quoi. Ça dépend de la façon de supporter les équipes, je pense notamment par rapport au foot. Après, ce que j'ai peur aussi, c'est que comme il y a cette extrême virilisation chez certains, à travers aussi le sport, ça accompagne une certaine forme de violence, dans cette idée d'être toujours le meilleur, d'être celui qui est le plus fort. Et alors qu'à l'inverse, la plupart des sports quand même permettent d'arriver à contrôler ses émotions, d'arriver à se sentir mieux aussi moralement, psychiquement. Donc je pense on peut pas dire que le sport n'engendre pas de violence, parce qu'il y a ce problème encore stéréotypé et d'extrême virilisation. Mais je pense qu'il a quand même permis à des jeunes, en tout cas, de se sentir mieux. Donc voilà. Gabriel, tu voulais compléter? Oui, moi je pense que le sport n'entraîne pas forcément la violence, c'est même assez rare. Parce qu'on parlait du cas des supporters en football, mais les hooligans, c'est pas du tout des gens de banlieue, c'est plutôt des gens d'autres milieux. Donc ça n'a rien à voir pour moi avec ce problème-là. En banlieue, ce qui peut arriver parfois, c'est des problèmes de violence avec l'autorité, c'est-à-dire l'arbitre, où on a beaucoup de problèmes dans ces quartiers sur un arbitre qui se fait tabasser après un match parce qu'il a dit une décision qui plaisait pas à un joueur. C'est plus sur ça que c'est axé. Mais moi je pense que le sport en banlieue, ça peut être qu'une bonne chose, parce que comme tu l'as dit, il y a des sports qui incarnent des valeurs quand même importantes de confiance en soi, de développement de son esprit, de son corps, de fraternité. Dans les sports collectifs aussi, de jouer tous ensemble et de se battre pour réussir un objectif, et de le réussir en expliquant aux jeunes que c'est pas tout seul qui y arrivera, mais avec le groupe. C'est aussi des valeurs qui sont inculquées dans le sport. Et la compétition, pour moi, reste une valeur importante aussi, de vouloir gagner et vouloir, entre guillemets, se défoncer, excusez-moi du terme, pour faire gagner son groupe. C'est quelque chose d'intéressant. Oui, c'est un mot à compléter là-dessus. Oui, je suis assez d'accord sur l'idée de la collectivité. Effectivement, ça permet de pas être là, à rester seul dans son coin, à se dire c'est la merde. Au moins, ça permet effectivement de se dire j'ai une équipe, j'ai des amis, je fais souvent un sport qui me passionne, et effectivement, c'est un bon moyen de pouvoir aller de l'avant. Ouais. Donc Gabriel, apparemment, veut nous donner un extrait du livre Le sport féminin avec des chiffres. Il reste des questions encore sur le sport ou pas? C'est pour savoir si... Vas-y. Non, mais c'était pour dire que par exemple aujourd'hui on voit qu'il y a quand même des choses qui marchent et qui se développent, il faut le dire. Par exemple, on prend l'exemple du tennis, où le tennis est assez varié. Il y a 21% des filles qui font du tennis et 16% des garçons. Donc là on voit que c'est à peu près égal, et ça, c'est un sport qui est très développé. Après pas en banlieue bien sûr, parce que mais les chiffres que tu cites sont les chiffres de banlieue en fait. Voilà, donc même en banlieue, on voit que du coup, il y a quand même des sports où c'est assez varié. Où il y a on va dire, pas une égalité, mais on s'en rapproche. Donc le tennis, c'est un sport qui a bien réussi. C'est vrai que les femmes en tennis sont très valorisées. Le sport féminin en tennis, elles ont les mêmes salaires que les hommes quand elles gagnent un tournoi aujourd'hui. Très médiatisé. Enfin, à Roland-Garros, par exemple, il y a les compétitions féminines masculines qui sont retransmises en même temps, alors que dans d'autres sports, par exemple en football, une Coupe d'Europe des femmes, on n'en voit pas à la télé, alors que les hommes, c'est quelque chose qui est... Alors qu'en tennis, c'est pas le cas. Et puis c'est surtout qu'elles gagnent 3 fois moins que les hommes, voilà, dans 3 500 €, alors que Ligue 1 et Ligue 2, c'est 12 000 € au moins. Donc, et le professionnalisme du sport féminin s'est développé très tard dans tous ces sports-là, ce qui explique le retard. Après, bien sûr, il y a des exemples. Il y a une femme qui est entraîneuse d'un club d'hommes professionnels en Division 2 en France. Corinne Diacre. Beaucoup entendu parler à l'époque. Oui, et elle est toujours là d'ailleurs, elle s'est pas fait limoger, et justement c'était intéressant de voir les joueurs qui ont dit qu'ils ont changé leur perception quand elle était arrivée. Ils disaient mon Dieu, on va entraîner par une femme, au secours. Et aujourd'hui, tous les clichés autour de vestiaire. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui on les a réinterrogés et ils disent en fait on s'est aperçu qu'elle faisait comme les hommes, on l'a plus valorisée pour son génie tacticien entre guillemets et le fait qu'elle entraîne très bien ses joueurs. Et donc du coup, les joueurs ont évolué sur leur position. Donc, mais là, tu nous parles d'un club professionnel. Mais justement, il faudrait développer ça partout. Dans le livre, il y a un exemple d'une jeune femme en banlieue qui entraîne un club de foot pour les garçons, et très vite, avec les ados, elle est obligée d'abandonner. Parce que personne ne la soutient aussi, c'est ça. Parce exactement, que les institutions ne le soutiennent pas. Et aussi dans les banlieues, on voit que les sports
individuelles sont très vraiment en marge. Chez les femmes, c'est la danse. Bon, la danse, c'est individuel, mais ça peut aussi être collectif. Et chez les garçons, c'est le football qui fait 70%. Mais dans les sports individuels, comme par exemple la natation, c'est 21% chez les filles, c'est pas mal, mais chez les garçons, c'est 3%. Donc les sports individuels. Il y a 80% des femmes. C'est quand même un sport où il y a beaucoup de femmes. Hein. Après, en athlétisme, par exemple, c'est très peu développé en banlieue, c'est dommage, mais là, c'est assez égal. Hein, parce que moi, je sais que je fais de l'athlétisme, donc je connais bien le sujet. Et en athlétisme, en fait, on s'entraîne tous ensemble. C'est un sport individuel, mais l'entraînement, c'est filles et garçons, on fait tous la même chose. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Malheureusement, c'est pas le cas dans tous les sports. Donc de ce que tu dis, on pourrait conclure qu'en athlétisme, on n'est pas séparés ensemble, on est vraiment ensemble. Pas que l'athlétisme. En fait, si, dans les compétitions, c'est quand même pas mixte. Hein. C'est-à-dire que tu as le 100 mètres des hommes, le 100 mètres des femmes, parce qu'il y a des écarts de performance. Mais là, par contre, la compétition, on s'éloigne vraiment du sujet d'aujourd'hui. Non, mais c'est important aussi, parce que ça fait partie du développement. Mais à l'entraînement en athlétisme, il y a de plus en plus de clubs qui s'entraînent avec un groupe mélangé. Par exemple, aussi les clubs qui font du demi-fond et du marathon, tout le monde court ensemble à l'entraînement, filles-garçons. Au bout d'une heure, c'est sûr qu'il va y avoir des écarts, mais entre tout le monde, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus fort et qui va aller beaucoup plus loin. Mais on part tous ensemble au départ. Bon, après, c'est sûr qu'on n'arrive pas tous à la fin au même niveau, mais je veux dire, il y a quand même un groupe qui se forme et qui essaie de rester. On peut penser quand même que les meilleures filles sont bien devant les plus mauvais garçons. Il y a des fois des filles qui finissent devant les garçons, justement. Oui, c'est ça que la mixité devrait mettre en avant. Exactement. Plutôt que la valeur, c'est toujours le garçon qui gagne. Revenons un peu à la mixité, justement. On en parle dans les banlieues, mais on pourrait se dire que dans la République, il y a une centaine d'années, il n'y avait pas d'école mixte, puis c'est venu petit à petit. Donc, est-ce que vous êtes plutôt rétrograde ou progressiste ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt... On parle de mixité, mais on pourrait parler, je regarde Louise, de féminisme aussi. Est-ce que c'est plutôt bien les représentants des deux sexes ensemble, une construction ensemble, ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux avoir Moi, concrètement, je suis pour une neutralisation et la suppression d'une construction genrée. Bon, après, c'est peut-être un peu extrême, mais on a bien vu à travers les jouets, à travers les représentations, à travers on en avait parlé d'ailleurs dans une émission, Le Bleu et le Rose. Exactement. On avait vu qu'à travers le conditionnement des femmes et le conditionnement des hommes, et notamment dans le superbe documentaire La domination masculine, que ça ne faisait qu'engendrer des inégalités. Et le problème, c'est que en termes d'éducation, il y a eu des avancées, et encore, parce qu'avec certains lobbies catholiques, il y a eu quand même pas mal de polémiques sur l'ABCD de l'égalité, sur l'introduction du genre dans les cours d'SVT, sur l'introduction de l'homosexualité. Et oui, concrètement, pour moi, il faudrait que chacun soit éduqué de la même façon, qu'il n'y ait pas de construction genrée quelconque. Gabriel. Oui, tout à fait. L'école, c'est important. Il y a des progrès qui sont faits, encore une fois, je le dis, mais c'est pas assez. Ça prend du temps, c'est progressif, c'est lent, c'est normal. Mais il y a quand même des progrès qui sont faits. Il y a encore des efforts, notamment dans les livres scolaires, où on voit encore dans les livres scolaires que dans les images qu'on voit dans les livres d'histoire, dans tous les livres, que en les gros... Les garçons font la guerre et les femmes font à manger. Voilà, par exemple. Oui, mais c'est exactement ça. Il faudrait plus de dessins animés comme Mulan, concrètement. Ouais. Dans les livres de langue où on montre parfois la réussite des sportifs, souvent on montre des hommes. Et par exemple, pour les tâches ménagères ou la cuisine, c'est des femmes. Il y a encore de ces choses-là dans les livres. Même dans les livres de maths, les problèmes, c'est toujours Pierre, Paul, Jacques, et très peu de Maryse ou Françoise, ou je sais pas, des exemples. Donc il y a encore, même dans les livres scolaires, du travail à faire. Et puis même si la mixité, aujourd'hui, les programmes scolaires, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'une fille et un garçon vont apprendre la même chose à l'école, heureusement. Mais malgré tout, l'école réduit, on va dire, les inégalités, mais il y a encore énormément de travail. Et que par plein de petits détails, en fait, il y a toujours ce problème de... Je pense qu'il y a aussi un gros problème, c'est cette idée d'androgynie qui ressort, en tout cas, qu'on impute aux femmes qui font du sport ou qui se débrouillent, comme on l'avait vu notamment avec les contrôles de féminité,
pour les sportifs qui concourent au niveau international. Donc ça a été introduit pour la première fois en 68 aux Jeux Olympiques de Mexico. L'idée, c'est en fait vérifier si les femmes athlètes sont bien porteuses de 2 chromosomes X, ce qui est totalement discriminatoire envers les individus intersexes, donc pouvant être XXY ou X0. Bien évidemment, ils ont été abolis par le CIO en 1999 parce qu'il y avait quand même des questions qui se posaient sur les femmes et la santé dans le sport. Et heureusement, aujourd'hui, il y a de nouvelles règles qui permettent aux transsexuels de concourir aux Jeux Olympiques, à condition, bien évidemment, d'avoir suivi 2 ans de thérapie hormonale. Donc ça reste quand même assez contraignant. Là, c'est très intéressant ce que tu dis. Je ne suis pas sûr que ce soit une problématique qui s'impose en banlieue. Non. Ça ne s'impose pas en banlieue. Je pense que le fait qu'on ait ce besoin de vérifier la féminité avec cette idée, avec de la testostérone, tu y arriveras forcément mieux, c'est qu'on sent quand même qu'il y a encore un problème de genre dans le milieu sportif. Et à l'inverse, des événements autour du dopage de la RDA et les Russes. Et à l'inverse, il est très récent. Il y a 2 Olympiades, il y avait une femme, Casper Semenya, une Sud-Africaine, qui a gagné le 400 mètres. Et on avait des gros doutes, on se demandait si c'était un homme ou pas. Il y avait ce problème-là de certains qui voulaient lui faire passer des tests pour savoir si c'était vraiment une femme ou pas. Comme ça a été aboli, heureusement, ça n'a pas été le cas, mais ça fait une énorme polémique. Il y en a plein qui se demandaient si sa performance était légale ou pas. À l'inverse, on ne fait pas des tests de même pour la danse pour des hommes. Enfin, c'est stupide, mais je vois pas pourquoi on ne ferait pas ça à l'inverse. Enfin, puis à l'inverse aussi, on voit quand même que les sportifs sont très sexualisés. Ils ont souvent des tenues bien évidemment différentes, assez moulantes, des jupettes obligatoires. Il y a quand même cette idée de la femme séduisante qui ressort. Donc c'est vrai qu'on est encore dans un problème de représentation de la femme dans le sport, avec cette idée que les femmes qui font du sport, elles doivent payer leur médiatisation à travers une hypersexualité. Ça dépend des sports aussi, mais je suis d'accord sur certains. Mais il y a des sports où c'est assez neutre. Par exemple, ils ont des combinaisons en natation. On voit que c'est une femme, mais je veux dire, elle a la même combinaison que l'homme. Mais il y a des sports, où c'est encore malheureusement très différencié. A priori, le corps d'une femme n'est pas exactement le corps d'un homme. Pour revenir sur la mixité, les clichés, ce qui est permis ou pas permis, on se rend compte, et c'est bien montré dans le livre Le sport fait mal, que généralement, il y a ce qui se passe dans les quartiers favorisé, on va dire, où il n'est pas forcément simple non plus pour une fille d'aller faire de la boxe ou pour un garçon d'aller faire de la danse classique. Quand on se met une situation identique en banlieue, dans les quartiers difficiles, c'est encore pire, encore plus compliqué. Je ne sais pas si, à titre d'illustration, on pourrait penser au film Billy Elliot, que vous avez peut-être vu il y a quelques années. Alors là, pour le coup, c'était dans une cité ouvrière, je me souviens bien. C'était en Écosse, c'est ça, oui. C'est ça. Ouais. Et le petit garçon qui avait découvert que la danse était sa passion, sans forcément y voir non plus un cliché d'homosexualité ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet, mais on voyait déjà à l'époque en Écosse que c'était compliqué. Et en France, je crois que déjà dans un milieu favorisé, c'est pas forcément simple. Dans la banlieue, c'est toujours encore plus compliqué. Gabriel. C'est sûr, mais dans les milieux favorisés, il y a quand même beaucoup plus d'exemples de garçons qui font de la danse, parce que justement, c'est moins. Il y a plus d'aide et il y a moins le regard social, malheureusement, qui va rentrer en jeu, même si ça existe aussi. Mais en plus, on peut être aidé par d'autres personnes qui peuvent inciter le jeune à continuer. Il y a aussi des films justement sur. Je sais plus le titre du film, mais justement d'un homosexuel dans une équipe de baseball aux États-Unis qui au début est un peu décrié par ses camarades à cause de ça. Et l'entraîneur a vraiment fait ce qu'il fallait pour l'intégrer, c'est-à-dire qu'il a dit si vous voulez pas qu'il soit là, on dissout l'équipe et on arrête de jouer les matchs. Au bout d'un moment, les autres vu que l'entraîneur a été ferme, ils ont commencé à intégrer ce joueur-là, et comme ils sont aperçus que c'était un très très bon joueur et qu'il faisait gagner les matchs, à la fin il s'est fait intégrer par le reste. Mais c'est un exemple qui montre que parfois on peut y arriver. Mais pour ça, il faut une volonté politique et une volonté aussi de l'équipe encadrante qui met ça en place. Parce que parfois, les encadrants sont aussi dans les stéréotypes que leurs propres joueurs. On va arriver à la fin du débat là, sur la formation des formateurs par rapport aux profs, aux éducateurs sportifs. Est-ce qu'il faut les aider davantage ? Parce que Gabriel a donné un exemple, c'est pas forcément facile pour eux non plus, on le voit bien dans le livre Le sport fait mal. Alors il y a ceux qui n'ont rien inculqué, donc ils font comme on leur a appris il y a longtemps, et ils font pas forcément comme on peut imaginer que ça serait le mieux de faire. Que vous y croyez, ça, la formation des formateurs ? C'est même primordial, d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des formateurs qui la demandent. Il y a 3 cas de figure, il y a les formateurs qui sont des anciens joueurs,
donc qui ont aussi dans les stéréotypes et donc du coup qui eux ont du mal à l'intégrer. Et à ces gens-là, en fait, quand ils passent leur diplôme, on essaye de mettre dedans la formation sur la mixité, toutes ces choses-là, la tolérance sur l'homosexualité, mais des fois ça a du mal à rentrer. Après, tu as les éducateurs qui ont été aussi donc, des grands sportifs, mais dans des milieux favorisés, et qui parfois ont des équipes dans des milieux plus difficiles, et qui eux essayent parfois de l'intégrer. Mais il y a aussi la pression, par exemple, du résultat, c'est-à-dire que si des joueurs ils adhèrent pas à ton discours, eh ben, ils perdent 5 matchs de suite et tu te fais virer parce que tu n'as pas été capable de gagner un match. Et donc du coup parfois il y a cet enjeu-là de la pression du résultat qui fait que tu peux pas travailler à long terme avec les gens. Ça c'est plus pour les équipes, mais même dans les équipes amateurs. Si par exemple ton groupe décide de te lâcher, il suffit que c'est facile, hein, tu fais perdre 5 matchs et après on change d'entraîneur tout simplement. Là, comme tu dis, c'est plus dans la compétition, mais on peut aussi penser aux professeurs, aux instituteurs, Voilà. Alors là par contre normalement quand tu es professeur d'éducation civique, tu as une formation là-dessus. Éducation sportive, je pense. Physique, oui, mais ça s'appelle éducation physique et sportive en fait à l'époque. Ah oui, pardon. Et du coup, il y a une formation qui est faite là-dessus. Est-ce que par exemple, il y a une mise à niveau pour les professeurs qui ont 45 ans, 50 ans? Voilà, ça peut manquer. Normalement, il y a des stages de formation, mais bon, on est d'accord que les stages, voilà, ça dure 1 heure, t'apprends pas grand-chose et c'est pas très efficace. Louise, qu'en penses-tu? Je pense qu'en fait, le gros problème qui réside, c'est l'adéquation entre la formation des professeurs et surtout les parents. Parce que je pense que beaucoup de filles, notamment musulmanes, ont énormément de pression sur les sports qu'elles peuvent faire ou ne pas faire, sur ce qu'elles peuvent montrer ou pas. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un réel un renforcement du lien parent-professeur et effectivement une meilleure formation et très tôt faire en sorte que le genre ne soit pas en fait se défaire de ces stéréotypes. Je pense que c'est pas tant dans les collèges ou les lycées parisiens qu'il faut être à fond là-dessus, mais surtout dans les banlieues parce que c'est là où il y a le plus de stéréotypes et notamment moi je pense à tous ceux qui sont homosexuels ou féminisés ou les femmes qu'on dit un peu masculines. Je pense surtout à eux et c'est surtout pour eux et pour leur sécurité parce que j'ai pu voir en tout cas en banlieue pas mal d'agressions que c'est là-dessus qu'il faut jouer, quoi. Et d'ailleurs les filles qui réussissent dans ces sports qui sont lesbiennes comme par exemple Amélie Mauresmo, c'est un exemple de grande championne de tennis qui a été numéro 1 mondial et qui était elle lesbienne. Et elle venait des banlieues? Ben non, justement ce que j'allais dire, et elle a réussi mais elle reconnaissait qu'elle venait d'un milieu favorisé et je pense que c'est très très dur quand tu es une femme lesbienne et peut-être avec des comportements entre guillemets qui sont pas dans les codes qu'il faut et en plus musulmane, donc c'est à dire que c'est beaucoup plus dur de réussir dans ces endroits là que si tu es une femme musulmane et en plus lesbienne, ce qui arrive dans un quartier favorisé où par exemple tu pourras faire ton sport sans voile et personne va te dire pourquoi t'as pas mis le voile sur la tête par exemple ou des choses comme ça. Et surtout il y a cette idée de groupe, en fait dans le milieu parisien on retrouve beaucoup de groupes mixtes d'hommes et de femmes, alors que dans les banlieues, c'est la bande de mecs et la bande de filles, avec des réflexions, des sujets de discussion très stéréotypés. Voilà, sur ces paroles, on termine notre débat sur le sport et la masculinité et la construction du genre en banlieue. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission, où nous conseillerons idées de sortie, de distraction ou de lecture. En attendant, voici une courte pause musicale. Je vous propose d'écouter un extrait de Va y avoir du sport de Sylmaris. On se retrouve juste après avec Louise et Gabriel. Mon nom c'est Smokey, la rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis pour donner un peu d'air. C'est clair, la route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui, on sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé
lâche, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. De retour pour les propositions culturelles du jour avec toute l'équipe des Livrez-vous. C'est la carte blanche, libre, sans contrainte. Seul objectif, intéresser les auditeurs, les inciter à suivre vos choix. On se retrouve après le jingle. Délivrez-vous. Deuxième partie. Les propositions culturelles de nos chroniqueurs. On commence par Louise. De quoi vas-tu nous parler? Un film pour commencer, je crois. Oui, alors un film qui n'est pas du tout d'actualité, mais qui a un lien avec notre émission, qui s'appelle Bliss, ou Whip It, qui a été réalisé par Drew Barrymore en 2009, et qui narre l'histoire d'une adolescente texane, qui est jouée par Ellen Page, donc l'actrice de Juno, qui est forcée donc par sa mère à des concours de beauté, jusqu'au jour où elle rencontre une fille qui l'incite à faire du roller derby. Alors le roller derby, justement, j'en parle parce que c'est aussi dans le cadre de notre émission sur le sport et la condition féminine. Il est né dans les années 30 aux États-Unis, plus particulièrement à Chicago. Donc à la base, on le voyait comme une course d'endurance et comme on voyait qu'il y avait certaines joueuses qui avaient tendance à se bousculer sur la piste, il y a eu cette idée de bagarre et de contact entre joueuses qui est née, donc l'introduction du roller derby. Donc le roller derby est très vite un objet de culture populaire anglo-saxon qui va beaucoup fleurir aux USA, aux tendances donc de la troisième vague féministe, mouvance queer, rock'n'roll et punk. Donc c'est un sport de contact où des joueuses s'affrontent en patin à roulettes quad sur une piste en forme ovale. Donc le but c'est qu'il y ait une des joueuses qu'on appelle la jammeuse de faire donc toute la piste en dépassant les joueuses adverses qui sont nommées bloqueuses, en un laps de temps sans se faire sortir la piste. Donc je vous laisse imaginer que c'est un petit peu violent. En fait, ce sport, là où il est intéressant, c'est que au début, il était très féminin et maintenant on a aussi des équipes masculines, mais majoritairement féminines. C'est un sport qui a aidé beaucoup de filles à s'affirmer et à sortir justement des stéréotypes de genre et qui reste encore un sport assez marginalisé et qui, en tout cas, pour avoir contacté des gens fréquentant le milieu du roller derby, j'ai pu voir qu'il a permis à beaucoup de femmes de pouvoir s'affirmer et d'affirmer leur corps à travers ce sport qui est très féministe. Est-ce que tu pratiques toi-même le roller derby, puisque tu aimes bien tout ce qui est féministe? J'ai assisté à une séance de roller derby. Alors, j'en suis juste au stade des patins à roulettes et de faire des tours de piste. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'affronter. Physique, pas encore. Pas encore. D'abord, essayer de bien rouler et d'aller vite, c'est déjà quelque chose. Et ensuite, le contact physique. Donc, dès que tu auras franchi cette étape, tu nous en reparles dans une prochaine émission. Une très très lointaine émission, je pense. Alors, Gabriel, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors moi je vais commencer par un manga, une fois n'est pas coutume, qui s'appelle Pline, écrit par deux japonais, Mari Yamazaki et Tori Miki. Tu parles bien de japonais. Tout à fait. C'est plusieurs années d'expérience, non je rigole. Mari Miki, elle a quand même elle a été élue femme de l'année 2012 par Vogue au Japon. Donc c'est quand même pas mal. Elle s'est intéressée en fait par ses études quand elle était en Italie à tout ce qui est la culture romaine. Et c'est pour ça qu'ils ont tous les deux écrit un livre assez original pour un manga sur justement une histoire qui se passe à l'époque romaine, à l'époque de l'Empire romain. C'est Pompéi, c'est le Vésuve. C'est ça, c'est surtout l'histoire de Pline l'Ancien. Donc Pline l'Ancien qui est né en 23 et mort en 79 après Jésus-Christ, qui était un grand naturaliste de l'époque, un lettré, qui a écrit une histoire naturelle qui a beaucoup servi pour ses contemporains notamment. Dont on parle toujours aujourd'hui. Exactement, parce que c'est le premier qui a développé ses premières indications sur la nature et comment étaient faits les éléments. Donc assez intéressant. Oui, des taxonomies, c'est lui qui a inventé un peu la classification. Voilà, exactement, la classification de l'époque antique qui ensuite va évoluer à l'époque moderne. Et du coup, c'est assez bien fait. Donc on voit un peu l'histoire de Pline à cette époque-là, donc c'est plutôt à l'époque de l'empereur Néron et puis Vespasien ensuite que ça se développe. Justement au moment de l'éruption du Vésuve, on l'a vu par exemple avec l'histoire de la ville de Pompéi qui a été totalement ensevelie. Bon là c'est pas Pompéi, mais l'histoire commence quand il y a une éruption volcanique et lui très calme reste dans sa maison et dit vous inquiétez pas, non. Il prépare ses affaires pour partir parce qu'il connaissait un peu la nature et il savait que ça pouvait être dangereux, mais que vu la force du vent et tout ça, il n'y avait pas de risque que ça arrive.
D'accord. Donc, voilà, en tout cas, c'est assez documenté, je trouve, pour des auteurs japonais, on va dire, qui sont pas forcément spécialistes de l'histoire romaine. Je trouve que c'est assez bien fait dans les dessins et dans les images et dans les textes aussi. On sent qu'ils ont bien compris les hiérarchies entre les empereurs, les sénateurs et toutes ces choses-là et la population. Tu nous rappelles le titre ? Pline, c'est ça. Et Marc, toi, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui ? Alors, dans un premier temps, je vous propose d'aller voir une expo photo qui se situe au 104, donc c'est une salle culturelle à Paris, dans le 19e arrondissement. C'est le festival qui s'appelle Circulation, c'est le festival de la jeune photo européenne qui a lieu tous les ans, et sur la période janvier-février, là ça doit se terminer début mars. Donc c'est déjà intéressant pour le lieu, le 104, il y a plusieurs lieux d'exposition dans des salles et puis dans la cour sous la grande voûte. Une petite centaine de photographies de mémoire qui sont exposées, donc je vais évidemment pas tout vous raconter, peut-être 2 mots sur la photo de l'affiche. Donc c'est un ciel bleu, une dune de sable, on est sans doute sur une plage, il y a 3 jeunes hommes en caleçon, torse nu, qui portent sur leurs épaules de manière inversée, 3 jeunes filles. C'est-à-dire que le corps de la jeune fille va masquer la tête des garçons, ce qui fait qu'on voit le bas du corps d'un garçon et puis surmonté par des femmes. Donc il y a pas mal d'humour. Donc les 3 femmes sont en maillot de bain, une pièce. Elles ont une coiffure que je dirais un peu old-fashion. Et ça donne une image, une photographie un peu nostalgique. C'est assez joli. Alors il y a des séries sur la Syrie, donc là beaucoup plus dramatique. Il y a une série où il y a un cube, on va dire, qui représente une chambre à coucher qui est positionnée dans différents lieux, dans une rue, et c'est ouvert en fait, et ça donne à voir l'intimité des gens. C'est-à-dire que le photographe a invité des gens à s'installer dans cette chambre factice pendant quelques heures, le temps qu'ils s'acclimatent, et ensuite il les a pris en photo de jour, de nuit. Il y a un travail qui plairait peut-être à Louise, c'est autour de la dentelle et du mariage. Alors la dentelle est rajoutée sur les photos. Parce et que en j'aime fait, beaucoup le mariage. tu vas voir, c'est surtout sur le mariage des jeunes, voire des très jeunes, voire très très jeunes filles. Ouais. Alors forcé ou pas, hein, les photos sont jolies et souvent il y a un voile avec cette dentelle, mais on voit qu'il y a certains endroits où les la filles dentelle sont... qui fait effet de prison, j'imagine. On peut y voir cette lecture-là. C'est pas un niqab non plus. Hein. C'est des dentelles qui aussi rappellent le côté robe de mariée. Donc c'est les deux côtés. Voilà, et puis une dernière série de photographies qui ont été prises dans un quartier rénové d'Haïti suite au tremblement de terre. Et donc c'est un quartier tout neuf, très coloré, et finalement qui est un peu dépeuplé parce que ce nouveau quartier s'y installer doit sans doute coûter cher, la population est très pauvre, donc en fait il y a eu des investissements qui ne débouchent sur pas grand chose. Voilà, quelques extraits donc pour cette expo qui s'appelle le Festival Circulation au 104. On revient à Louise. Deuxième conseil. Encore un film. Fois-ci, encore un film. Mais d'actualité, cette fois-ci, qui est sorti ce mercredi. Donc, le dernier film de Nihat Shyamalan, qui est le réalisateur de Sixième Sens et Le Village. Donc, le film s'appelle Split, qui signifie divisé. Il s'inspire d'une histoire vraie d'un homme qui, en fait, a eu 23 personnalités. Donc, il revient sur les troubles dissociatifs de l'identité et les nombreuses controverses autour de ce trouble, souvent associé à de la schizophrénie ou de dédoublement de personnalité, ce qui n'a strictement rien à voir. Ici, l'homme qui est atteint de ce trouble s'appelle Kevin, mais revêt plusieurs personnalités, telles que Patricia ou Denis. Il est très très bien joué par James McAvoy, que nous voyons à plusieurs sessions donc, chez son psy, donc sous différentes personnalités, et qui, pendant qu'il va chez son psy, a séquestré 3 jeunes filles, parce qu'en fait, il est persuadé qu'une 24e personnalité appelée la bête va faire irruption et qu'il va falloir nourrir cette bête à travers le corps de ces jeunes filles. Donc, ici, dans ce film, il y a encore le même message qu'on retrouve souvent chez Nihat Shyamalan, cette idée des personnes un petit peu brisées, des personnes marginalisées qui reprend essor à travers la personnalité d'une des 3 jeunes filles. Donc on a 2 jeunes filles qui sont très bien intégrées socialement au lycée un peu populaire, et une qui est dans son coin, qui a tendance à fuguer. Et en fait, on a des flashbacks sur le passé de cette fille et ce qu'elle vit, notamment avec son oncle. Donc j'ai beaucoup apprécié le film,
parce que je trouvais que donc, la performance de James McAvoy était à tomber par terre. C'est le même acteur qui joue cette multitude Qui joue de toutes ces personnages. personnalités. Alors on ne les voit pas toutes, c'est ça qui est un petit peu dommage, on n'en voit que 4 sur les 23. Mais j'ai trouvé il était très excellent parce qu'à un moment donné, il joue le rôle d'un petit garçon. Et alors il fait tout un jeu de bouche, un jeu au niveau de la dentition pour arriver à faire la voix d'un gosse de 9 ans. Par contre, là, ce que je reproche au film, c'est que là où il était intéressant sur le plan psychologique et ce qu'il montrait en termes de recherche sur les troubles dissociatifs de l'identité, il s'est très vite, transformé en un film un peu épique où il y a cette idée de la bête, où on voit James McAvoy qui décuple en termes de tonus musculaire et qui devient quelqu'un qui est quasiment incapable de ressentir la douleur. Alors il y a quelques exemples dans les troubles dissociatifs de l'identité qui ont montré qu'en fait, lorsque la personne revêtait une autre personnalité, elle était allergique à certains produits ou elle n'avait pas de problème de concentration. Enfin, en tout cas, il y avait un réel... on a vu qu'il y avait une réelle différence et des choses assez extraordinaires qui pouvaient se développer en termes de personnalité. Mais par contre, là, la façon dont c'est représenté, c'est qu'il y a un côté très épique. Et surtout, je ne spoil pas, mais la fin du film... vous allez voir un acteur que ne vous attendriez surtout pas à voir, surtout dans ce genre de film, et qui, dans ce qu'il a dit, fait référence à un autre film de Nick Shyamalan et qui induit une suite un petit peu du genre super-héros. Voilà. On va rester dans le suspense. Et donc, Ouais, c'est c'était Split. Gabriel, un deuxième conseil, on va au théâtre. Exactement. Le théâtre des Deux Ânes. On va parler politique alors. Exactement. Qui est vers la place de Clichy à peu près. Donc le titre du spectacle, parce qu'en fait c'est un théâtre qui est donc vraiment spécialisé dans l'humour et la satire politique, mais qui renouvelle quand même leur spectacle Avec beaucoup de régulièrement. chansonniers généralement. Donc, là le spectacle s'appelle La primaire des primates, parce que c'était un peu le thème avec l'élection présidentielle. Et donc c'est assez bien fait, je trouve que les acteurs sont très talentueux pour les imitations qu'ils font de Nicolas Sarkozy. Enfin il y en a pour tous les bords, hein. Marine Le Pen, Angela Merkel, François Hollande bien sûr. Jean-Luc Mélenchon, enfin il y a vraiment tous les bords et c'est assez bien fait, il manque juste les verts. Mais comme ils n'ont pas beaucoup d'aura, c'est pas facile. Mais franchement, moi qui aime bien la politique en plus et l'humour aussi dans ce milieu-là, j'ai vraiment rigolé pendant 2 heures de spectacle, c'était excellent parce que les répliques sont très bien choisies, très en thème et en lien avec l'actualité et sur des choses très précises, et donc c'est vraiment intéressant. Avec du second degré, mais parfois on pourrait penser que ce qu'ils disent c'est quasiment réel en fait, donc c'est assez drôle. Alors moi j'ai trouvé ça bien fait. Dans les costumes aussi, ils se déguisent vraiment, ils prennent la peau du personnage. Celui qui joue Nicolas Sarkozy est excellent. Bah, Ségolène Royal aussi. Oui, Ségolène Royal qui est très bien faite aussi d'ailleurs. C'est les deux vraiment personnages qui ressortent du lot. Sophie Brunold, je pense. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, voilà, j'ai vraiment passé un super moment. Donc pour les gens que le théâtre politique intéresse et qui veulent vraiment passer un bon moment, allez-y, je vous le conseille parce que c'est vraiment très bien. Toi, je crois que tu l'as vu il y a quelques temps. Je pense que depuis, avec l'affaire... Ah, je l'ai vu, non, il y a début janvier. Oui, ça a peut-être peut-être encore évolué le depuis. Loguette, donc je pense qu'actuellement... Après, je il sais doit y pas avoir- si un spectacle peut vraiment le faire évoluer énormément. Si, généralement... Si, d'accord. Mais aux en tout deux cas, c'est ânes, toujours en lien avec l'actualité parce qu'à ce moment-là, ils parlaient déjà de l'affaire Fillon. Donc, à mon avis, ça a évolué depuis. Et ils avaient déjà intégré, par exemple, Benoît Hamon qui venait d'être élu candidat. Non, il était. Oui, c'est ça. Non, il avait gagné le premier tour, mais il n'avait pas encore gagné le deuxième. Et ils avaient déjà mis quelqu'un qui l'a imité. Donc, ça va assez vite. en fait. Généralement, ils font des revues de presse aussi dans ces C'est ça. spectacles. Donc, c'est assez bien fait, je trouve. Et je le conseille vraiment aux gens que ça intéresse. Des primaires, des primates. Au théâtre La première des des Deux Ânes. primates. Et toi, Marc, quel est ton autre conseil du jour? Alors, on va retourner au cinéma, mais moi, ça sera un film français qui s'appelle Rock'n'Roll avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. Alors, je ne sais pas si le sourire de Louise dit « Oh, super » ou « Oh, quelle horreur ». Ah non, en fait, j'ai vu l'émission Pompette avec Guillaume Canet qui parlait de son film Rock'n'Roll et qui m'a donné envie de voir le film. Voilà, parce que j'ai vu Guillaume Canet totalement en Pompette. Donc du coup, forcément, quand j'entends parler de lui et de rock'n'roll, ça me fait rire parce que dans l'émission, il se met à faire un concert, il se met à taper la bouteille sur le présentateur. Voilà, c'est assez comique. Alors, je vous Voilà. raconte en quelques mots l'histoire. Donc, c'est Guillaume Canet qui le réalise, qui joue avec Marion Cotillard. Guillaume Canet et Marion Cotillard jouant leur propre rôle dans le film. Alors, le film, c'est un peu l'histoire d'un acteur qui fait sa petite crise de la quarantaine, du moins séducteur. Alors, Guillaume Canet, il y a une
15-20 ans, était l'incarnation du beau gosse qui a séduit Diane Kruger, qui maintenant est avec Marion Cotillard. Enfin, la réussite. C'est quelqu'un qui fait du cheval, il est très attaché à ça. Il a fait un film qui a fait un film avec ça, qui a fait Mon idole, enfin qui a fait beaucoup de satire. Et donc là, ça commence, il est un acteur un peu sur le retour, il tourne un prêtre protestant dans une série télé. Et puis il y a une jeune actrice qui joue avec lui, qui lui dit qu'il est plus du tout rock'n'roll, que maintenant c'est Pierre Ninet et Gaspard Ulliel, quoi, qui sont des bons coups. Et là, ça donne un coup moral à Guillaume Canet. Il rentre chez lui. Alors chez lui, il a sa petite vie plan-plan avec Marion. Et ils ont leur fils. Ils vont installer dans leur appartement une grande jardinière pour faire pousser des plantes bio. Marion, pendant tout le film, va parler québécois parce qu'elle va tourner le prochain film avec Xavier Dolan, donc il faut qu'elle se mette au québécois. Ce qui nous donne des scènes très drôles. Une scène encore plus drôle, c'est quand elle reviendra du Canada. Je spoil un peu, comme dirait Louise. En fait, elle apprend à Guillaume que le film se tourne en français, donc il fallait pas qu'elle apprenne l'accent québécois. Donc c'est très drôle. Donc ce Guillaume Canet, il va tout faire pour devenir un peu plus rock'n'roll. Il y aura une scène d'anthologie avec Laetitia et Johnny Hallyday. Et puis il va aller voir un chirurgien esthétique. Première injection de Botox, puis une deuxième, puis une troisième. Et alors là, c'est très drôle parce que ça devient totalement satirique. C'est-à-dire que dans le film, Guillaume Canet se moque de lui-même. Il devient l'incarnation d'un frère Bogdanov, si vous voyez à peu près l'image. Oui, je vois très bien. Et son physique se dégrade ou empire au fil des minutes du film. Et ça va se terminer, donc plus personne ne le reconnaît. Marion Cotillard, elle ne peut pas rester avec lui. Il y a encore une relation avec son fils qui l'appelle toujours papa, mais il fait aussi de la musculation. Enfin, je vous passe la déchéance physique de Guillaume Canet dans le film. Et puis il y a une dernière partie qui va se passer en Floride, dans les Everglades, où là Guillaume Canet va jouer un chasseur d'alligators dans une série télé américaine. Et c'est totalement déjanté. C'est rock'n'roll. C'était mon conseil. Alors voilà, on arrive au terme de ce 16e numéro des Livrez-vous. Je tiens à remercier les chroniqueurs qui m'ont encore une fois accompagné. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez apprécié notre débat, nos propositions culturelles. Vous pouvez nous retrouver sur le blog culture-tout-azimut.over-blog.com. C'est pas facile, mais ça se trouve. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour le 17e numéro, plus vite que entre le 15e et le 16e, j'espère, pour Délivrez-vous, où il sera cette fois question de prison française et de radicalisation. Ciao, à bientôt. Ciao. À bientôt.